qu'est-ce qu'il fait lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Tout cassé. Aïe aïe aïe, attention Philippe, peut le pas rappeler. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau vélo podcast. Ça y est, c'est parti, la dernière ligne droite avant le départ du Tour de France 2025 à Lille. Forcément, quand vous entendez Lille, vous entendez François-Pierre Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Bienvenue dans le Schnorr. Bienvenue dans le Schnorr. Chez toi, donc à Lille, ta ville de naissance, non? Tu es né à Lille même? Tu es né juste à côté? Non, à côté, à Croix. Même endroit que Laurent Delahousse, pour tout vous dire. Ça fait un point commun, pas forcément au niveau de la chevelure, non. mais... Non. Bon. Non plus. Écoute, le Tour de France à Lille chez toi, j'imagine déjà que c'est quand même une certaine excitation de voir que ça va passer par les petites routes à proximité de ta demeure familiale. Ouais, alors ça passe pas tout près forcément, mais en tout cas oui, ça passe pas très loin évidemment. Après voilà, je maintiens ce que j'ai dit depuis le début, hein, je suis un peu déçu du parcours dans ma région, mais voilà, on va quand même passer je pense un bon week-end. Je trouve ça important parce qu'aussi un des grands départs en France, c'est pas commun non plus pour le Tour de France ces dernières années, donc il faut aussi en profiter de ce côté-là. Maintenant voilà, c'est une première semaine qui va être assez intéressante à suivre parce qu'en fait, tu as l'impression que tout le monde peut gagner, mais on peut avoir tous les scénarios, tu vois, les grands leaders qui prennent déjà le pas, ils pourraient déjà le faire, tout comme les baroudeurs, tout comme les sprinters, enfin, il y a vraiment plein de choses qui peuvent se passer, donc c'est ça aussi qui est assez intéressant dans le vélo, c'est quand on sait pas comment ça va se dérouler, tu vois. Donc sur ça, je suis assez curieux, mais voilà, je suis très content de voir ça dans le Nord. Ouais, exactement, et ce Tour de France, c'est quand même un Tour de France qui est 100% en France, avant les prochains départs où il me semble qu'il y a Édimbourg. Ils sont plus en France? Non, c'est pas vrai. Non. Il y a Édimbourg à venir, et Édimbourg c'est l'année prochaine ou dans 2 ans? Il n'y a pas Barcelone aussi? Barcelone et Édimbourg, exactement. Voilà. Bon, on va revenir un peu à l'étranger. Ce Tour de France 2025, on va vous le présenter progressivement d'ici le grand départ à samedi. Donc déjà, on a publié ce mardi un podcast avec l'interview de Jordan Gégat que j'ai pu rencontrer un peu par visio. Donc je remercie encore Bastien Charbonnier de la team Total Energy d'avoir permis la mise en place de cette interview. Franchement, très sympa, Jordan Gégat qui a fait 14e au Dauphiné, et donc on a pu parler un peu avec lui de ses ambitions, ses objectifs. Il a envie de gagner une étape sur le Tour de France, il s'imagine plutôt le faire en allant chercher les échappées. Vous aurez l'occasion de réécouter tout ça donc sur Vélo Podcast, les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcast et puis notre chaîne YouTube, où progressivement, tout doucement, on arrive vers les 1000 abonnés, donc ça c'est cool. Et puis on va faire monter la sauce, comme on dit, FP, avec des podcasts chaque jour jusqu'au départ du Tour de France, à commencer par ce podcast FP qui est bien nos souvenirs de maillot à pois. Oui, nos souvenirs de maillot à pois, effectivement. Alors, on a plein de souvenirs. Franchement, le maillot à pois, c'était le maillot des Français à une époque, quand même. Ah bah, ça a été le maillot... c'est quand on était gamin, tout simplement. Je regarde entre 94 et 2004, il n'y a qu'une seule année où il n'y a pas un Français qui le gagne. En 2000, c'est Santiago Botero. C'était à l'époque avec Virenque et Jalabert, et aussi Rinero en 98. Mais non, exactement. Ce maillot à pois... on va parler de maillot à pois. Donc ce mercredi, le podcast va sortir ce mercredi. Ce jeudi, vous aurez les Français. Et puis vendredi, la grande bataille des favoris. On va parler forcément un peu de Pogacar et de Vingegaard. Mais ce maillot à pois, un peu en quelques chiffres. Bon, FP, est-ce que tu as déjà le recordman de maillot à pois sur le Tour de France? Le recordman, est-ce qu'il est récent ou est-ce que c'est un ancien? C'est ça aussi. Alors, il est très facile. C'est Virenque ou pas alors? Exactement, voilà. Richard Virenque, 7 maillots à pois entre 94 et 2004. Et donc, dans cette période où il n'y avait que des Français qui le gagnaient, qui l'a empêché de remporter le maillot à pois, Santiago Botero en 2000, Jalabert en 2001-2002, et puis Rinero en 98. Les deuxièmes, il y en a 2 qui sont deuxièmes avec 6 maillots à pois remportés dans l'histoire du Tour. Est-ce que tu les as? Ils sont anciens. L'indice, il y en a un dans les années 50, début des années 60, et l'autre dans les années 70, début des années 80. Ils sont pas français? Ou est-ce qu'ils sont français? Non, ils ne sont pas français. Il n'y a pas un espagnol, genre, Si. Je crois que j'avais vu. Si, je le sais parce que je sais plus pourquoi je suis tombé là-dessus. C'est Bahamontes, non? Exactement, Federico Bahamontes qui est décédé il y a peu. Entre 54 et 64, il a remporté 6 fois le maillot à pois du Tour. Et l'autre, c'est un Belge.
Alors là, le Belge. Époque je veux dire, Eddy Merckx, mais ce n'est pas Eddy Merckx. Ouais, ce que j'allais dire, Eddy Merckx. Non, alors là, époque Eddy Merckx en plus. Oui. Alors là, je suis désolé. Un je vais vainqueur faire de mon Tour de inculte France. du vélo. Un vainqueur du Tour de France. Oui. Alors écoute, époque Merckx. Oui. Fin de l'époque Merckx. Alors vas-y, alors je l'ai vraiment pas du tout. Je suis trop loin. Lucien Van Impe, Alors, qui a voilà, remporté je fais 6 ça. fois le maillot Ok. à poids. Il remporte. Alors attends que je te dise pas de bêtises, parce que je te dis qu'il remporte le Tour de France. Oui, il remporte le Tour de France 76. Voilà, c'était à Ok. l'époque où il y avait une bagarre D'accord. aussi avec Bernard Thévenet. Et puis en quatrième, tu vas pas le trouver. C'est un Espagnol, 65, 66, 67, qui a fait le triplé 3 années de suite, Rolio Jiménez. Et puis après, tu as. Donc lui a remporté 3 fois le maillot à poids. Donc tu vois, il y a un gap entre le podium et les autres. On est à 7 victoires pour Virenque, 6 pour Bahamontes et Van Impe, 3 pour Rolio Jiménez. Et puis après, ceux qui ont 2 maillots à poids en remontant dans le temps. Bon, déjà, tu en as un, il est très facile. 2. Très récent. 2 maillots à poids. Français ou Non. étranger? Étranger. Très récent. Très récent. Très Bah, récent. Pogacar. Ouais, voilà. Bon, Pogacar, exactement. Après, t'as Maïka dans les années 2000, t'as Rasmussen, Ok. bon, Ah bah oui. officiellement dans les années 2000 aussi, les années 2010 pour Maïka, Rasmussen et Jalabert dans les années 2000, Claudio Capucci plutôt dans les années 90, Luis Herrera le Colombien dans les années 80, Eddy Merckx, seulement 2 maillots à poids. C'est pas très bon quand même. Imerio Massignan, un Italien, 60-61. Charlie Gaulle, le Luxembourgeois, 55-56. Fausto Coppi, Gino Bartali dans les années 30-40. Et puis Félicien Verwerck, un Belge en 35 et 37. J'ai l'impression d'être Jean-Paul Olivier en regardant Ouais, ce que j'allais dire, ouais. l'affiche. Là, je vois les noms en noir et blanc. Tu vois, pour Exactement. te dire. Félicien Verwerck, donc qui remporte 2 fois le maillot à poids, le Belge en 35 et 37. Belle imitation, hein. Attention. T'as vu un peu, je le tiens juste au début, après j'ai un peu de mal. Bon voilà, quand je te donne un peu la liste des vainqueurs de maillot à poids, ça rappelle forcément des souvenirs. Et après nous, notre âge, FP, c'est que on a passé la trentaine, on a été bercé par les maillots à poids de Richard Virenque quand on était gamin. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est clairement Richard Virenque. Quand on pense maillot à poids, on pense sur le Tour de France, hein, je veux dire. Oui. On pense à Richard Virenque. Ouais, en fait, ça me rappelle l'époque où, tu sais, les coureurs, on le voyait, on commençait la diffusion, tu sais, 11h30 midi, t'arrivais avant de manger, tu voyais l'échappée se former, puis tu voyais le maillot à poids de Richard Virenque pour prendre ses points et remporter l'étape du 14 juillet. C'est un peu, je résume grossièrement, mais c'est un petit peu ça. Et c'était touchant parce qu'en fait, à chaque fois qu'un Français porte le maillot à poids, on a l'impression que c'était un devoir national, tu vois. Tu vois, c'était pas le maillot vert, c'était pas le maillot, mais c'est vrai, hein, ni le maillot blanc ou le maillot jaune, c'était compliqué de notre génération. Mais voilà, je trouve qu'il y avait ce côté un peu le maillot des Français, quoi. Il fallait au moins, ok, on avait bien compris que les Français ne pourraient pas se battre pour le classement général, hormis exception, n'est-ce pas, Thomas Vauclair? Mais par exemple, tu vois, Richard Virenque, bah voilà, il a porté ça, il a porté ce maillot à poids, il a identifié à la France, et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, on l'a un peu perdu, ça. Je crois qu'il n'y a pas Julien Lafilippe qui remporte le maillot à poids une année. Si je me il trompe remporte pas, le maillot à poids à et la fin des années 2010. D'ailleurs, est-ce que tu as le dernier Français vainqueur du maillot à poids? J'aurais dit que c'était lui ou Bardet. Eh ben c'est Romain Bardet l'année suivante, exactement. 2019 pour Ouais. Bardet, 2018 pour Alaphilippe, 2017 pour Barguil. On a les derniers Français vainqueurs du maillot à poids. Depuis en 2020-2021, on a Pogacar, Vingegaard en 2022, Giulio Ciccone en 2023, Richard Carapaz en 2024. Après, ça montre bien aussi, alors peut-être sauf Carapaz donc l'année dernière, mais ça montre bien aussi au niveau de la tarification des points, tu sais, comment on les donne, les points. C'est ce problème-là aussi. Avant, on avait moins ce souci-là, parce qu'à l'époque, vous savez qu'Armstrong n'allait pas forcément chercher toutes les échappées. Il laissait beaucoup de marge. Alors après, Mais il y avait plus de d'écart. points à accorder. Alors, je voulais, on va mêler notre débat. Je voulais parler du barème aussi. Dans les thèmes de débat, j'avais ce thème-là. Le barème de points aujourd'hui, moi je le trouve pas bon. Je le trouve pas bon et je regarde ce qui s'est passé au Tour d'Italie. T'as une vraie bataille pour le maillot à poids. Je crois que t'as 40 points pour les premières ou les hors catégories, je sais plus. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est 20 points le hors catégorie. Je crois que c'est doublé pour le sommet du Tour de France, c'est 40 points, ou alors c'est doublé pour les arrivées au sommet, je sais plus. En fait, ça m'intéresse tellement peu maintenant le classement de la montagne que je me souviens même plus du barème, alors que quand on était gamin, souviens-toi, je crois que dans les années 2000, je crois que quand tu passais au sommet de la Madeleine ou du Galibier, t'avais 40 points. Oui, c'est tout juste, c'est juste, hein, mais après, moi, le problème du barème, c'est que qu'est-ce que veulent faire les organisateurs, en fait? Est-ce qu'ils veulent vraiment que ce maillot ait de l'importance ou pas? Et quand tu vois les derniers vainqueurs, s'ils n'ont toujours pas réagi, c'est que pour l'instant, ça leur convient. Et moi, je trouve que je suis d'accord avec toi, pour le public qu'on est,
ce serait mieux d'avoir, on va dire, c'est pas une course parallèle, mais presque comme ça, quoi, au niveau de l'échappée où ça se bagarre, pour être dans l'échappée, pour pouvoir obtenir ses points. Après, avec le jeu du maillot jaune derrière, qui rattrape ou pas cette échappée. Mais c'est vrai que ça, on l'a un peu perdu, parce qu'en fin de compte, t'auras beau te battre, il suffit que Pogacar s'énerve avec Vingegaard parce que il y a le maillot jaune en jeu, ce qui est normal. En fait, il prend tous les points et puis c'est fini. Enfin, tu vois, donc c'est ça qui est c'est aussi presque ça. triste. C'est vrai que tu as raison, c'est que pour le coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une polarisation, je sais pas quel terme choisir, mais des courses, notamment en montagne, où là, moi je pense que ça va être encore pire cette année. Je pense que cette année, le maillot à poids, il est pour Pogacar ou Vingegaard. Les deux, ils sont au sommet de leur forme. On parlera de cette bataille dans le podcast des leaders en présentation de ce Tour de France. Mais à qui vont laisser échapper les points en montagne ? Ils vont se bagarrer partout en montagne pendant 3 semaines. Ça va être impossible. Si tu ne distribues pas plus de points sur d'autres ascensions, est-ce que c'est le parcours qui fait ça ? Est-ce que c'est la construction du parcours d'aujourd'hui plus que les points qui sont attribués au sommet ? Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est vrai que ce maillot à poids qui nous faisait rêver gamin, peut-être que avec une vision très franco-française, autour de Richard Virenque et de Laurent Jalabert aussi, aujourd'hui il fait beaucoup moins rêver. Je sais pas s'il fait réellement rêver à l'étranger pour le coup. Ouais, non, je suis d'accord. Alors après, oui, c'est vrai que ce que nous on a ce regard français, c'est toujours pareil. C'est évidemment que c'est plus simple de notre vision parce qu'on est attaché à ce maillot. Mais moi, je pense aussi à des coureurs, tu vois, comme Richard Carapace, malheureusement, qui sera pas sur le Tour de France à cause de son syndrome grippa, enfin pas grippa, problème gastroentérite, je crois, ou en tout cas. Mais il avait dit qu'il voulait se bagarrer pour le maillot poids justement. Exactement, tu vois. Mais là, c'est pareil. Là, c'était un des rares qui avait annoncé la couleur parce que celui qui va se battre pour le maillot à poids, tu vas pas forcément le laisser partir au début puisque ça sera probablement un bon grimpeur. Donc tu lui diras si tu lui laisses 4 minutes, tu vois, je sais pas, je dis une bêtise, mais Lenny Martinez, tu le laisses partir en disant ouais, il vise la montagne, mais si par exemple il a quand même tendance à avoir 4 ou 5 minutes d'avance sur Pogacar ou Vingegaard, je sais pas si c'est une bonne idée, tu vois. Donc ton début de course c'est déjà compliqué où il faut te faire décrocher dès le début, sauf que vu les étapes, pour perdre 15 minutes, il faut vraiment s'arrêter en fait, tout simplement. Donc ouais, c'est particulier, je trouve vraiment, c'est compliqué à gérer. Après, il y a un tel écart aujourd'hui en fait entre Pogacar, enfin entre les grands leaders et les autres, que après, quand tu vois que Giulio Ciccone a remporté le maillot à poids en 2023, il fait 32e au général, Carapaz il fait 17e au général l'année dernière en remportant le maillot à poids, mais c'est terrible parce que le maillot à poids en fait il le gagne dans le dernier week-end. Il n'y a pas de bataille avant pour le maillot à poids. Non, c'est une bataille, mais après, il suffit de se réveiller à 4 jours de l'arrivée aujourd'hui pour... Est-ce qu'on n'est pas biaisé par nos souvenirs, en fait, tout simplement, un petit peu, tu vois. Donc, c'est vrai peut-être. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, vraiment. C'est vrai que le cyclisme, il a un peu, comme dirait Mbappé, il a changé, par rapport à il y a 20 ans. Mais même un peu plus de 20 ans maintenant. Mais c'est vrai que les grands départs de Richard Virenque, parce qu'il y a ça aussi, Richard Virenque quand il partait, alors c'était pas tout le temps le cas, mais régulièrement il partait seul aussi. C'est-à-dire qu'il partait seul et puis il ramasse tous les points, puis il fait sa journée tout seul en fait. Et puis après il remportait l'étape ou pas. Mais c'est ça aussi la différence, c'est qu'aujourd'hui quand il y a une échappée, c'est très très rare, pour pas dire assez exceptionnel, si un coureur part seul en fait. Ouais, alors tu vois, je retombe, enfin je suis sur le tableau des vainqueurs de maillot à poids du Tour de France. On a Carlos Sastre qui remporte le maillot à poids du Tour en 2008 et il remporte donc cette année-là le Tour de France. Ensuite il faut attendre Froome en 2015 pour avoir un vainqueur de Tour qui remporte le maillot à poids, et puis après l'enchaînement Pogacar, Vingegaard. Donc tu vois que, allez, on va dire entre 2015 et 2025, en 10 ans tu as 4 vainqueurs de Tour qui remportent ce maillot à poids. Mais avant Carlos Sastre en 2008, il faut attendre Eddy Merckx en 70 pour voir un vainqueur de Tour de France remporter le maillot à poids. Et dans cette période-là, dans cette période où il n'y a pas de vainqueur de Tour qui remporte le maillot à poids, t'as Capucci en 91-92, Virenque en 96-97, 2004, j'ai l'impression d'être Marc Maury qui annonce les victoires de Nadal, et Jalabert en 2001-2002. Ces années-là, le vainqueur du Tour est le super combatif du Tour. Ça veut dire beaucoup aussi sur la manière de prendre le maillot à poids, et tu regardes le nombre de points aussi avec ce changement de barème. Alors je crois, si je me trompe pas, que le changement de barème arrive dans les années 2000, parce que on a par exemple un Virenque vainqueur du maillot à poids avec 266 points en 2004, et puis après t'as Rasmussen avec 185-166 en 2005-2006, Maurizio Soler en 2007 avec 206 points, et Carlos Sastre avec 80 points
seulement en 2008. Donc tu vois, un vrai changement de barème, mais ce changement de barème correspond finalement à cette fin un peu de romantisme autour du maillot à pois. Qui se souvient qu'Anthony Charteau a remporté le maillot à pois en 2010, mis à part lui et sa famille? Moi non, je ne me rappelais pas, mais c'est vrai que maintenant tu le dis, effectivement, il avait remporté le maillot à pois. Mais oui, alors je vois bien ce que tu veux dire. Moi, je suis dans ce principe-là, il y a aussi ce côté beaucoup plus... comment dire, le cyclisme il est devenu aussi beaucoup plus pro dans le sens où il fallait absolument plutôt gagner des étapes parce qu'en fait le maillot à pois rapporte du prestige en fin de compte plus qu'autre chose, tu vois, il rapporte pas il rapporte un peu de points UCI peut-être, je crois, mais pas aujourd'hui il va rapporter des points UCI, d'ailleurs ouais, Astana à mon avis ils vont être pas très loin du maillot à pois, c'est ça, comme d'habitude, mais tu vois ils auraient rapporté un petit peu, mais c'est vrai que est-ce que le prestige il n'a pas un peu baissé d'un cran parce que c'est vrai que là dernièrement à part Bardet on n'a pas eu beaucoup de Français qui ont essayé d'aller chercher, du coup ça a un peu atténué ça, on avait d'autres attentes ailleurs. Tu veux dire qu'il se contente plus d'une 10e place au général que d'une 20e place avec le maillot à pois? Ou d'une victoire d'étape en fait. Tu vois, je pense que maintenant une victoire d'étape évidemment c'est plus fort que remporter le maillot à pois. Donc en choisissant mieux ses étapes, en disant ok cette étape là c'est quand même de la haute montagne mais je vais me garder pour l'étape de demain. Enfin tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais encore faut-il que les leaders aient envie de laisser les étapes aux autres. Ah bien, exemple, plus, oui, je suis retombé en ce début de sûr. semaine, je suis retombé sur les rediffs du Tour de France 2024 diffusés par Eurosport. 4e étape, Embrun-Valoir. 4e étape du Tour de France. Galibier, avec arrivée derrière à Valoir. Explication entre favoris. Les UAE qui font exploser le peloton. Godu qui était dans l'échappée qui se fait reprendre à 10 bornes du sommet du Galibier. Aujourd'hui, limite, les leaders, ils ont envie de tout gagner. Pogacar va gagner sa 100e victoire professionnelle il faut changer dès le Tour le barème. de France. Pour moi, il faut changer le barème. Je sais bien, j'ai bien compris, mais moi, tu vois, c'est vrai que le barème, quand tu vois que c'est 20 points pour les cols en côte ou arriver en attitude hors catégorie, c'est 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, c'est pas terrible, tu vois, et c'est juste doublé sur le col de la Loze. Donc, moi, je veux bien, mais c'est pas assez quand tu vois. Moi, je suis d'accord par rapport à ce qu'a fait le Giro. En fait, le Giro, faut pas s'inspirer de tout, mais sur ça, c'est une bonne idée. Ouais, on en parlait dans le débrief du Giro. Je suis entièrement d'accord avec toi sur la distribution des points sur le Giro. Et d'ailleurs, tu vois que par exemple, une cote de 4e catégorie aujourd'hui, c'est 1 point. Ouais. Le barème avant, barème précédent, je vais tomber dessus. Tac 2004-2010, on va regarder entre 84 et 2003, tu vois le changement de barème il a eu lieu en 2004 exactement, tu vois on est à la fin de l'époque Virenque. Entre 84 et 2003 sur la 4e catégorie, alors attends, parce qu'il y a eu plusieurs barèmes, moi c'est la période qui m'intéresse, c'est 90-2003, t'avais 5 points pour ceux qui passaient en tête du 4e catégorie, 5, 3, 1. Donc t'avais, tu sais, la première semaine, les Christophe Mangin qui se bagarrait pour le maillot à pois, on s'en souvient de cette époque-là quand même. Ça nous tenait en haleine aussi dans la première semaine. Sandy Cazard sur la première semaine, peut-être un peu plus tard sur la deuxième. Ouais, c'est vrai, un peu plus tard. Mais tu regardes 3e catégorie, tu avais déjà 10 points, alors qu'aujourd'hui c'est 2 points pour le 3e catégorie. En fait, moi je trouve que ce qui n'est pas valorisé, c'est la première place. En fait, parce qu'en gros, globalement, imaginons tu fais 2e 2 fois, tu fais 1 et 3, tu as moins de points. Attends, répète. Non, je dis une bêtise. Attends, oui, c'est ça. Attends, non, j'ai une bêtise. Non, tu fais 2e 2 fois, tu fais 1 et 4, tu as moins de points. Sur quel col sur un premier catégorie. Hors catégorie. Sur une première catégorie. Hors catégorie, excuse-moi. Tu vois, c'est-à-dire que tu as 20 plus 10, ça fait 30. Et t'as Attends, on va mettre le jingle des chiffres et des lettres. Là, repart dès le début. Vas-y. Je la refais. Je disais, ce que je trouve pas logique, moi, c'est que quand tu fais. Si, imaginons, je passe devant le premier col, donc hors catégorie, j'ai 20 points. Ouais. Après. Je passe 4e, j'ai 10 points, ça me fait 30 points. Toi, t'es passé 2 fois 2e, 15 et 15, t'as 30 points aussi. Et alors, ce que je trouve, c'est pas logique. J'ai fait l'effort de passer une fois premier, ça doit être valorisé. Donc, je te dis pas de me mettre 40 points de plus. Hein. Je te dis mettre 30, par exemple, au lieu là de mettre 20, t'en mets 25. Tu vois, par exemple. Et moi, je trouve que c'est des choses comme ça. C'est que pour moi, la première place, elle devrait être plus valorisée, en fait. Il n'y a pas assez d'écart entre la première place et les autres places. En fait, là, c'est 20. Là, on est sur du 20-15 pour prendre les plus forts pourcentages. Sur un col, donc en hors catégorie. C'est-à-dire 20 points, 15 points, 12 points pour les 3 premiers. C'est-à-dire que pour moi, ça devrait être 25, 15
allez, 10, tu vois, par exemple. Ou 20, 15, 12, allez, ils sont le 12, au moins on se dit 3e. Mais tu vois, je trouve que en fait, la place n'est pas valorisée assez, en fait. Donc c'est ça qui est dommage. Ouais, tu vois, je reviens sur le barème de points, mais dans les années 2000, enfin années 90-2000, parce que c'était en 2004 où, par exemple, le hors catégorie, c'est là qu'on passe à 20 points. Et t'as même une période entre 2012 et 2016, le hors catégorie était à 25 points, le deuxième était à 20 points, le troisième à 16 points. Ouais, mais tu vois, t'avais pas assez d'écart. Je reviens sur ce que tu dis, t'avais 25 points, mais le deuxième, il avait 20 points. Oui, ça change pas en fait. 84-2003, hors catégorie, le premier à 40 points. Alors le deuxième à 35 points, après t'as 30, 26, 22, 18. Mais les 15 premiers marquent des points sur le hors catégorie. Première catégorie, les 13 premiers marquent des points. Là encore, pas beaucoup d'écart entre la première et la deuxième place, parce que c'est 30, 26, 22, 18, 16, etc. Et regarde, deuxième catégorie, c'est 20, 15, 12, 10, 8. T'as les 10 premiers qui marquent des points. C'est pratiquement ce que vaut un hors catégorie aujourd'hui en termes de barème de points. Si tu veux faciliter la prise d'échappée et bataille pour le maillot à pois, il faut que tu reviennes à ce barème-là, parce que tu vas distribuer plus de points. Aujourd'hui, quelqu'un qui part en première semaine, quelqu'un qui part en première semaine, il n'est pas récompensé. Il y a 3 cotes de 4e catégorie, il passe en tête, il marque 3 points. 3 points. Bien sûr. Avant, il allait marquer 15 points. Typiquement, Lille, la première étape, Lille, d'ailleurs, ça arrive à Lille aussi. Il y a le Mont-Cassel, donc qui passe, il y a la côte de Notre-Dame de Lorette, Mont-Cassel et Mont-Noir. C'est 3 4e catégories, et tu as raison, c'est-à-dire que le vainqueur, il a 3 points. Enfin, celui qui fait les 3, il a 3 points. Oui, celui qui passe en tête, il n'a que 3 points. Il y a 20 ans. Il y a un peu plus de 20 ans, du coup, ce vainqueur, le vainqueur des 3 Grands Prix de la Montagne, il avait 15 points. 15 points, ce qui vaut aujourd'hui la 2e place sur un hors catégorie. Alors, mais moi, en fait, d'un côté, c'est pas pour dire, en fait, ceux qui nous écoutent, c'est pas pour vous dire, les 4 passages, quand t'es premier dans un 4e catégorie, ça vaut pas hors catégorie, évidemment. Mais en revanche, ça peut permettre des stratégies sur des coureurs qui peuvent dire, c'est là où je marque plein de points et puis faire un peu des calculs. En fait, ce qui nous manque, c'est un peu de redorer ce maillot à pois. Et c'est vrai que là, pour le coup, oui, il faut jouer avec le maillot jaune de Pogačar, Vingegaard, on verra qui l'aura. Mais c'est vrai que là, on a moins cette hype-là, en fait, depuis quelques années. Donc c'est vrai que je trouve chercher une solution là-dessus, et c'est pas idiot, en fait, dans ce cas-là, de pas changer la différence dans les hors catégories, première catégorie et deuxième catégorie, mais la changer plus bas. Exactement. Après, est-ce qu'on en revient même, est-ce que ce n'est pas un débat franchouillard, où finalement on veut revoir des Français se bagarrer pour le maillot à pois, parce que nos meilleurs coureurs français, puisque... Non mais... Aujourd'hui, en fait, on se rend compte, et c'était peut-être ça, il me semble que c'était ça la raison du changement de barème à l'époque, c'est qu'on voulait que les favoris du général soient plus intéressés par le maillot à pois et avoir des noms plus prestigieux en vainqueur de maillot à pois. Mais aujourd'hui, on a aussi un changement un peu de profil où je vais pas dire que tu as on va dire des gros rouleurs qui jouent le général, ou moins de purs grimpeurs qui jouent le général, mais les purs grimpeurs ont un peu disparu. Des Bahamontes, des gars comme ça, c'était des purs grimpeurs, c'était pas des gars qui étaient très forts en contre-la-montre, ils étaient pas réputés pour ça, ils étaient réputés pour leur... Ouais, mais à comparer par rapport à ces noms-là, c'était Carapace qui revenait, malheureusement il vient pas. Alors c'est là le problème, c'est qu'en fait il ressemblait à ça un petit peu. Alors après, on a eu Rafael Maïka qui a remporté 2 fois le maillot à pois du Tour en 2014 et 2016 avec ses nouveaux barèmes. Mais tu vois, par exemple, un profil serait Esteban Chavez, tu te rappelles aussi. C'était le profil aussi qui aurait pu être, tu vois. Miguel Angel Lopez, Esteban Chavez, c'est quoi là. Mais encore une fois, voilà, faut savoir. Si on veut que les leaders du général soient intéressés par ce maillot à pois, et que ce maillot à pois il soit valorisé seulement par des gros noms du cyclisme mondial qui le portent, restons comme ça. On va terminer sur ça. Si on veut revenir peut-être à des stratégies autres en montagne, des gars qui vont partir en échappée toute la journée et se bagarrer pour, tu vois, qui est une vraie bataille pour le classement de la montagne, qu'on se dise pas, on partait en échappée, de toute façon on sait très bien qu'en 3e semaine, les leaders vont aller le récupérer, ce maillot à pois. Repartons vers un barème un peu plus équilibré. Et puis voyons, on va terminer sur le débat. Je pense que on a à peu près dit ce qu'on voulait dire. Peut-être qui on voit comme favori cette année sur ce maillot à pois. Alors il y avait Carapace qui était annoncé comme l'un des favoris, le tenant du titre de ce classement de la montagne, et qui finalement est forfait.
Bon, Moi, j'aimerais derrière, bien un Lenny Martinez, quoi, parce qu'il dit qu'il joue pas le général, il va jouer il a les le bon étapes. profil, ouais. Et il a le bon profil aussi, quoi. Je trouve qu'il grimpe bien, il sait, voilà, il est bon dans les hors catégories en l'occurrence, et puis il est bon aussi puncher. Donc non, moi je trouve que s'il joue vraiment pas le général et qu'il joue que les étapes et qu'il se laisse un peu distancer dans le tour, bah voilà, il a le bon profil aussi. Moi, après, par là, moi, je mettrais des coureurs, mais après, c'est des coureurs, voilà, tout dépend de leur rôle et de leur leader, mais des Rubio, par exemple, chez la Movistar, Oui. tu vois, c'est des noms qui peuvent nous parler à ce niveau. Bon, moi, je pense comme ça, mais à des Timon Aressman, pareil, tu vois, qui, pareil, sont pas là sur le tour pour être forcément leader. On peut mettre même, alors tu vois, bon, là, c'est à l'extrême, attention, hein, mais tu vois, un Primoz Roglic qui jouerait rien du tout, qui serait là pour accompagner Lipovic, pourquoi pas? Enfin, tu vois, bon, là, j'exagère un peu, mais Ouais, mais en fait, il faut déjà des coureurs dont leur équipe ne soit pas concernée par la bataille du général. ouais, c'est ça. Mais oui, Je pense non, que je suis c'est d'accord. un bien sûr. peu, c'est un peu comment dire, le prérequis. Et après, derrière, on va y regarder ceux qui peuvent jouer Bon, bah. cette bataille pour le meilleur poids. Je sais pas ce que Kevin Vauquelin veut faire pour ce Tour de France. Ouais, bon, lui, ouais, Kevin Auclair, je pense qu'il voudrait vraiment les étapes et je reste convaincu qu'il est un peu plus limité quand même en haute montagne. Il pourra pas, tu vois, je Oui. le vois pas en haut des grands cols. Mais Alors, j'allais tu être parlais un d'Eddie peu Martinez. provoque. Moi, par exemple, un coureur qui m'a un peu surpris sur le Tour de Suisse et que je verrais bien avec en plus la caisse et l'expérience qu'il a et la science de la course, c'est Julien Lafilippe. Moi, Julien Lafilippe, il a vraiment la gueule du gars qui peut vraiment regagner le maillot à poids. Oui, après, il tire un peu la langue, je trouve parfois. Il est sur une belle forme, hein, mais il tire la langue quand même sur les gros cols. Je vois pas non plus passer en premier. Enfin, en tout cas, Tout dépend, dans les 3 premiers. tout dépend les échappées qu'il va être en capacité Ouais, de bien prendre. sûr, Et puis après, bien on sûr. n'oubliera pas les Astana, forcément, avec Mais- Champoussin, avec Terrada, avec mais tu vois, Vingegaard. ouais, mais des profils même Tobias Johannessen, tu vois, du Noix, si vraiment ça marche pas non plus pour le général, je vais être provoque, mais un Ben O'Connor, tu as vu son niveau Tour de Suisse, peut-être qu'il devrait se concentrer sur le maillot à poids et les victoires d'étape. Mais tu vois, c'est Ouais. donc ouais, c'est tous des profils. En fait, tout dépend un peu de la course pour certains. Mais ouais, alors après, moi, ouais, un Est-ce Rubio, qu'un Guillaume Martin, par exemple, avec la groupe AMFDJ, ouais, ferait après, mieux Guillaume- d'aller chercher ce genre de récompense plutôt qu'une Alors, 10e, tu sais- 15e place au général? c'est marrant, j'ai jamais pensé. Et le fait que t'en parles, ça me dit que oui. Tu vois, je me dis, c'est vrai que est-ce qu'on retiendra? Parce qu'en fait, s'il nous fait encore une énième 15e place ou 13e place, j'irais, c'est cool, parce que oui, évidemment, c'est régulier, etc. Mais c'est vrai est-ce qu'il marquerait pas plus les gens à avoir ce maillot à poids? C'est une bonne On n'oublie question. pas que c'est sa première année à la Groupama FDJ et qu'en 2020, il remporte le maillot à poids du Tour d'Espagne, Guillaume Martin. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est vrai. Et oui. Mais Mais bon, après, alors, c'était je regarde la ses grande- résultats de cette la année, il grande fait tra- 13e à c'était- Paris-Nice, c'était la il fait grande, 12e au Pays Basque et ouais. 10e au Dauphiné, ça veut dire que il va quand même essayer de s'accrocher. Vas-y. Ouais, non, je disais, c'est la grande tradition aussi Cofidis en Espagne, hein, oui, avec Moncoutier aussi à l'époque. On peut parler de Virenque sur le Tour de France avec le maillot à poids, mais sur le maillot meilleur grimpeur de la Vuelta, c'était très souvent notre cher David Moncoutier, très bon consultant d'ailleurs. Et exactement, qu'on retrouvera encore sur le Tour de France chez Eurosport. Le maillot à poids, je pense que de manière générale, après bon, on n'a pas cité les grands leaders, mais voilà. Si On en parlera dans les prochains jours. Oui, mais je veux dire, si au niveau Ah oui. de la bataille pour le maillot à poids, il se peut Oui. aussi qu'on ait Ah oui. Pogacar, enfin ou Pogacar ou Vingegaard pour remporter ce maillot à poids. On en revient encore à ce barème dont on vient de parler. Le maillot à poids, on va le laisser de côté, FP, pour terminer ce podcast, parce qu'on va en profiter aussi pour parler des autres classements annexes de ce Tour de France. On a parlé du classement de la montagne, rapidement la bataille pour le maillot vert, parce que tu as encore une fois une très belle start list de sprinters pour ce Tour de France, avec le tenant du titre pour le classement par points qui est Binyam Girmay. On va avoir Jasper Philipsen, on va avoir Tim Merlier, on va avoir Jonathan Milan, qui sont pour moi les 3 meilleurs sprinters au monde. On va avoir du Dylan Groenewegen, Jordi Meeus. Alors, Wout van Aert, comment dire, Qu'est-ce qui il se est passe, annoncé écoute sur le Tour de France, il était oui, mais il est malade, malade, comme par ouais. hasard, juste avant les championnats nationaux. Bon, Ah, ou alors voilà. est-ce que c'était un faux virus pour squeezer les championnats nationaux et ensuite Ça arrive aller d'être- sur ouais, le mais Tour ça de arrive France. d'être malade, hein, c'est pas interdit. Hein. Exactement, ça arrive d'être malade, en effet. On va avoir aussi le petit sprinter de la Picnic Postenel. Attention, un jeune Danois, Tobias Lund Andresen. Attention à suivre. On parlait de Jasper Philipsen, Alpecin de Koenig. Ils envoient aussi Caden Groves et Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, maillot vert du Dauphiné. À voir, parce que la première semaine pourrait être en sa faveur. On va avoir du Arnaud Delis, du Émilien Janière aussi, Arnaud Desmar, Phil Baos. Bon, bref, je vais pas tous les faire parce qu'à la Kerman, mais tu as encore une très belle start list de sprinters. Oui, bah, je suis curieux de voir comment ça va se passer pour ce maillot vert. Il y a
Ouais, moi je trouve que Philipsen a un très bon profil comme d'habitude. Jonathan Milan aussi, il a l'air aussi en grande forme. Moi j'ai trouvé plus que correct, c'est sur le Dauphiné. Il avait l'air, voilà, et puis il s'exerçait bien dans les montées. Enfin, moi je trouve que voilà, il a pas mal progressé sur ce côté un peu tout-terrain. Mais ouais, moi Philipsen reste quand même un favori important. Mais c'est vrai que ce maillot vert, il est toujours très ouvert au début d'un Tour de France. Et quand tu vois l'année dernière Girmay, qui l'aurait annoncé quoi. Donc, Et c'est la régularité aussi sur les sprints massifs. C'est là où Girmay l'an dernier eh bien, gagne son maillot vert, parce que c'est vrai qu'il claque des étapes, mais on se souvient aussi que cette bataille pour le maillot vert, elle ne tourne pas en la faveur de Jasper Philipsen malgré ses 1, 2, 3 victoires d'étape, parce qu'à un moment donné, je crois il est déclassé sur un sprint massif, ou alors il se rate complètement. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Donc, ouais, j'ai plus souvenir, désolé. voilà. Non, mais j'ai plus, ça m'est sorti un peu de la tête, mais il semble qu'à un moment donné, il est déclassé, il perd beaucoup de points. Et au final, il n'y a pas beaucoup d'écart entre Philipsen et Girmay à l'arrivée sur le classement du maillot vert, puisque je regarde, il n'y a que 33 points d'écart, tu vois, avec C'est assez Brian rare, Cocker hein. qui fait 3e. C'est exactement, c'est très rare, mais c'est possible. Ne manque finalement sur ce Tour de France, parmi les gros sprinteurs au monde, Olaf Koy, Alexander Christophe, Milan Fretin, Matteo Malucelli, Paul Magnier, voilà, et puis après on va chercher Mats Pedersen qui n'est pas sur le Tour de France, voilà, encore le jeune Mathieu Brennan de la Visma qui est une pépite qui monte, ou encore Casper Van Uden. Bon, voilà, sinon on a les plus gros sprinteurs. Quelles étapes vont être pour les sprinteurs? Parce que là aussi, ça va être un peu ce qu'on va regarder en première semaine. La première étape, l'arrivée à Lille. Oui, je pense. Ouais. Voilà, normalement, elle y est. Ensuite, la deuxième étape, l'arrivée à Boulogne-sur-Mer. Attention, dans le final. Ouais, c'est ça. Le final est piégeux, mais possiblement pour un sprint, en tout cas de costaud. Je pense que ça va être quand même pour les punchers. Troisième étape, normalement, bon, Sprinter. il n'y a pas à dire. Dunkerque, ça va être pour les sprinters. C'est tout plat pendant toute l'étape entre Valenciennes et Dunkerque. Quatrième étape, pour les punchers. L'arrivée à Rouen, ça va être chaud. Cinquième étape avec le contre-la-montre. Sixième étape pour les punchers avec l'arrivée en Normandie à Vire. Septième étape, Mur de Bretagne. On le connaît, ça va être pour les punchers ou pour les grimpeurs, on va voir. Laval, C'est sprinter. sprint un peu pour costaud, faudra être capable de passer les dernières rampes à Laval, mais pour les sprinters normalement. Châteauroux, le royaume des sprinters. C'est Cavendish City, non? C'est ça que ça a été, comme ça que c'était renommé? Il y a Toulouse aussi, je crois, 11e étape. Oui, alors après on va pas toutes les faire les étapes, mais c'est vrai, tu as la 11e étape à Toulouse, mais attention, ils sont allés chercher des belles petites côtes dans le final pour corser l'addition à Toulouse, notamment la côte de Pêche David avec 1 km à 10%. Il faudra que les sprinters puissent passer pour ensuite aller l'emporter. La 17e. Et puis à après, Valence. normalement, la 17e exactement à Valence. Après, ça peut très bien être pour les baroudeurs suivant où on en est. Et puis normalement, les Champs-Élysées. Encore faut-il que la montée de Montmartre soit passée par les sprinters, et que voilà, avec le rétrécissement dans Montmartre, Oui, ce ça soit va pas trop être, compliqué. Effectivement. Ton favori, toi, pour le maillot vert? Moi, je l'ai donné, Philipsen, moi je dirais pour l'instant. Mais je suis curieux de voir ce qui va se passer. Mais Philipsen, voilà, il a une revanche à prendre. Et en plus, je sens, moi je trouve qu'il est quand même sur une belle année. Puis il a ce côté passe-partout, en fait, qu'on voit beaucoup sur le classique flandrienne. Et donc, c'est toujours un avantage que je trouve moins à Jonathan Milan, même s'il progresse là-dessus. Donc, Comme Mathilde Merlier. voilà, et comme Mathilde Merlier également. Donc, on va voir. Mais ouais, moi, si je mettais un billet, ce serait plus sur Philipsen. Est-ce que tu penses... Alors, je mettrai aussi le billet sur Philipsen, parce que il est plus véloce qu'un Binyam Girmay cette année, que voilà, il a aussi ce profil de très bon coursier où il est capable de passer des petites bosses, et puis emmené par un Mathieu Van Der Poel, voire un Caden Groves, ça peut vraiment faire des ravages. Juste dans le débat Philipsen, Merlier, Jonathan Milan, qui est le meilleur sprinter au monde pour toi? Je pense que on va aussi avoir des éléments de réponse sur ce Tour de France où les trois vont être face à face. Mais tu veux dire sur un sprint en fait, c'est ça le problème, c'est que moi je trouve les trois sont très forts, mais les trois ont des particularités, quoi. Donc tu veux dire le meilleur des trois? Le meilleur sprinter au monde pour toi sur les trois. Ouais, c'est dur, hein. Wow. Si t'es belge, tu dis Tim Merlier ou Jasper Philipsen. Ouais, bon, moi j'aime beaucoup Philipsen, mais après, ouais, c'est dur, hein, parce que moi Philipsen ça a dépend des parfois ce profils, manque mais... de régularité. Toi, t'as qui, toi? Moi, je n'arrive pas à dire, moi. Mais pour moi, c'est Jonathan Milan.
Ok. Je pense que ce mec-là est sous-coté par rapport aux deux autres. Oh, peut-être pas ce côté non plus, on va pas exagérer, non, c'est pas, on parle pas de la surprise, non. Pour moi, Jonathan Milan est le meilleur Ouais. sprinter. Ah non, mais ça, bien sûr. Mais après, c'est juste que les deux autres sont un peu plus complets peut-être que lui. C'est peut-être ça la différence. Mais le sprint, quel genre de sprint? Bon, je trouve Tim ça Merlier bien. parce qu'il vient du cyclocross. Ouais, ok, Ouais, d'accord. il progresse un petit peu. Mais moi, je trouve que ça va. Ouais. Et moi, Merlier, ça va encore. Il résiste bien. C'est un joli coureur, Tim Merlier, quoi. Moi, franchement, ça va. Après, Bon. les deux que je mettrais au-dessus, c'est peut-être, oui, Milan et Philipsen, mais Merlier, il est 2,5, quoi. Oui. Oui, mais non, mais oui. Bah après, Tim Merlier a encore prouvé que cette année qu'il a une grosse pointe de vitesse. On va verra régler bien le sur les problème. arrivées massives. On va régler le problème. Dites-nous en commentaire, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube ou quoi, c'est qui votre top 3? Qui vous mettez? 1 Milan, 2 Philipsen, 3 Merlier comme Guillaume, ou bien moi avec 2 numéro 1 et 1 2,5. Pour moi, c'est. Bon, après, les trois sont très forts, mais je mets Joe Milan à aller, on va dire, à 3,1, les autres à 3. Juste, tu m'as dit ton favori pour le maillot à pois, c'était qui? Mon favori pour le maillot à pois, je dis Philipsen. 3 fois que je le lis quand même. Hein. Maillot à pois. Ah pardon, excuse-moi. J'étais sur le Maillot maillot à pois vert. Philipsen, on va voir, on enregistre, c'est dans la boîte. Ah mince, pardon. Non, maillot à pois. Non, maillot à pois, moi Alors, écoute, vu ce qui a été dit dans les déclarations, Lenny Martinez me semble une belle option. Et j'aimerais bien aussi que Lenny Martinez. Moi, je vois un français. Je vais pas me mouiller, je vois un français. Allez, Lenny Martinez ou Jean Alaphilippe. J'ai posé un mini billet à 5 € sur Jean Alaphilippe, maillot à pois après le Tour de Suisse. On va voir ce que ça va donner. Tour de France. On termine très rapidement. Oui, T'as dit Tour de Suisse. j'ai dit quoi? Tour de Suisse. Julien Philippe, après le Tour de Suisse, j'ai posé un mini billet pour lui pour le Tour de France. Ah, ce que t'as dit sur le Tour de Suisse, c'est pour ça. Oui. C'est pas grave. Je veux dire, sur le Tour de. Mais Ah, oui. je pense que le podcast est un peu long, il va falloir qu'on raccourcisse, Guillaume. Oui, on va en terminer. Le maillot blanc, Remco Evenepoel qui risque encore d'être grand. Oui, là favori. par contre, il y a moins de débats. Ou Florian effectivement. Lipovitz. Ah oui, c'est vrai, bah oui. Bon, ouais. Alors c'est vrai qu'il y aura un match. Après, il y a les chronos. Donc Lipovitz, c'est moins fort que Evenepoel, faut bien avouer. Donc il va falloir qu'il fasse en montagne une grosse différence, Florian Lipovitz. On citera aussi un Carlos Rodriguez, un Pablo Castrillo encore pour T'es pas obligé. la bataille. Ou Lenny Martinez qui sera encore dans la bataille pour le maillot blanc. FP, je te remercie beaucoup. On est dans la dernière ligne droite Merci à toi. avant ce Tour de France. On vient de parler de nos souvenirs de maillot à pois, mais aussi un petit peu du maillot vert, du maillot blanc. C'était l'occasion d'en dire un petit mot. On va se retrouver dans les prochaines heures avec les prochains podcasts, un spécial sur les Français, et ensuite la bataille pour le général avant le grand départ à Lille, samedi. Un podcast par jour, tous les jours pendant le Tour de France. Ouais, bah c'est ça, on commence notre échauffement avant le départ à Lille, tu vois. Nous, on part pas à Lille, mais on va se lancer pour un grand rush également de l'été sur le Tour de France, comme tous les ans sur Vélo Podcast. Et on va essayer de maintenir ça, je le dis, pour le Tour féminin, où on va essayer de continuer ce podcast tous les jours pendant le Tour féminin, la semaine, on va dire la 4e semaine du Tour de France 2025. On rappelle, FP, les plateformes où on est? Ouais, Spotify, Deezer, sur Apple Podcast Addict évidemment sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide énormément. À noter si ça vous a plu, 5 étoiles ou pas, comme vous voulez. Si vous êtes d'accord avec notre top 3 du maillot de meilleur sprinter ou du meilleur sprinter au monde. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide énormément. Allez, à très vite dans Vélo Podcast pour la suite de la présentation du Tour de France 2025. Ciao, ciao. Ciao à tous.